Bonjour Ibrahim Ndiaye. Bonjour madame. Voilà, Ibrahim Ndiaye, en tant que juriste, comment appréciez-vous le bracelet électronique à votre niveau? Voilà, je disais que le bracelet électronique est la résultante d'une lutte et de réclamation que nous avons faite depuis très longtemps, Oui. vu la surpopulation carcérale et la minorité des infractions pour lesquelles des personnes se retrouvent immédiatement donc en mandat de dépôt. Alors, la solution qui était entrevue, c'était de pouvoir trouver qu'il n'empêcherait pas que la personne aille au travail, qu'une personne donc s'occupe de ses tâches quotidiennes. Oui. À partir de là maintenant, on salue l'avènement du bracelet électronique parce que ça a permis donc de désengorger les prisons, mais aussi ça a permis de donner une liberté surveillée donc à ces personnes-là dont la dangerosité n'est pas en réalité donc confirmée par des faits. Et sur quoi le juge se fonde pour vraiment placer quelqu'un sous bracelet électronique? Quelles sont les bases juridiques vraiment de cette décision de justice? Voilà, c'est que quand une personne est poursuivie pour une infraction quelconque, il appartient maintenant au parquet, s'il y a instruction, au juge d'instruction, d'apprécier la disponibilité de la personne par rapport à la justice. Et il faut à ce niveau-là donner des garanties de représentation. Les garanties de représentation signifient qu'à chaque fois que la justice a besoin de la personne, que cette personne soit disponible. À partir du moment où maintenant on a conjugué deux faits, le fait qu'il y a trop de mandats de dépôt en prison et des gens qui sont poursuivis dehors, il fallait trouver un équilibre entre ceux qui sont classés nantis de confiance du juge d'instruction ou bien qui ne peuvent pas faire l'objet de confiance de la part du juge d'instruction. Donc, obtenir un bracelet électronique signifie d'abord que le juge a confiance à votre retour et se dit effectivement que par rapport à votre statut, est-ce que vous auriez besoin de cette liberté, même si c'est une liberté qui est contrôlée, pour pouvoir continuer à vaquer à vos occupations. Il appartient exclusivement au juge d'instruction le droit et le pouvoir de dire que telle personne sera placée sous bracelet électronique et que telle autre personne va directement donc l'attendre en prison. Est-ce que le Sénégal ou bien la justice sénégalaise a assez de bracelets électroniques, Ibrahim Ndiaye? Si je comprends bien, est-ce que la justice sénégalaise a eu à mettre le bracelet électronique à des personnes, vous voulez dire? Assez de bracelets électroniques, parce qu'au départ, Ismaïla Madior Fall nous parlait de 1000 bracelets électroniques. Est-ce que ça suffit en fait, ce que je veux dire? Oui, ça c'était la période 2023, quand il y avait M. Bokandé au niveau de l'administration territoriale et nous-mêmes sur les plateaux de télévision, on en avait discuté et on avait dit que ça, ce sont les bracelets que l'on va utiliser au Sénégal. Mais de 2023 à 2025, ça veut dire clairement que, même sans le dire, il y aurait forcément donc des commandes qui auraient suivi les premières qui avaient été donc déposées à titre d'exemple. Quand on a fourni les premiers bracelets, c'était très certainement pour vérifier leur adaptabilité, leur sécurité aussi. Et depuis, c'est ce que les gens continuent à faire. Et si la tendance veut que l'on puisse continuer à l'utiliser, ça ne poserait pas de problème. Il aurait suffi donc de passer une commande pour en avoir la quantité nécessaire. D'accord. Le professeur Ismaïla Madior Fall, placé sous bracelet électronique avec assignation à domicile, votre appréciation par rapport à cette décision? En tout cas, Ismaïla Madior Fall n'est pas n'importe qui. Il est professeur de droit, ancien ministre de la Justice en tant que juriste. Oui, je voudrais d'abord parler du justiciable. Le justiciable, c'est le Sénégalais, c'est donc le citoyen sénégalais
qui maille à partir avec la justice et qui effectivement a rencontré l'assentiment du juge d'instruction en charge de son dossier, lequel a opté pour lui mettre un bracelet électronique au lieu de l'envoyer en mandat de dépôt. Oui. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, cela ne relève que de la compétence discrétionnaire du juge d'instruction. Ça, c'est pour le justiciable sénégalais, c'est-à-dire donc le citoyen sénégalais. Par rapport maintenant au rang, au statut et ce que représente la personne, oui. Moi je fais partie de la communauté universitaire, ça fait un pincement au cœur, ça fait très mal, mais nous sommes des juristes, nous tous nous sommes des juristes. Le fait d'être accusé ne signifie pas le fait d'être coupable. Nous sommes toujours en parfaite harmonie avec ce principe général de droit qui dit que quand on est arrêté, on est présumé innocent. Donc, jusqu'au moment où nous parlons, nous réfléchissons, nous pensons à Ismaïla Madior Fall, le professeur, comme un citoyen, un professeur, un éminent intellectuel dont l'Afrique se targue d'avoir, mais comme aussi une personne qui est aujourd'hui présumée innocente. Le jour où il sera jugé et que ses défenses sur la table, l'accusation sur la table, le juge décide maintenant de lui dire que vous êtes coupable, je vous condamne. À partir de là, on aura une certitude par rapport à ce qui s'est passé. Mais le fait pour le parquet de poursuivre une personne ne nous amène pas, nous, juristes, à considérer que la personne est coupable. Lors de l'audience, le procureur estime que le dossier médical d'Azoura n'est pas sincère et que ce dernier n'est pas fou. Finalement, il a requis 6 mois, dont 3 mois fermes contre Azoura et Kairé. Que pensez-vous de cette position du procureur par rapport au dossier d'Azoura Fall? Oui, ce que je voudrais dire par rapport à ce dossier, c'est que vous me permettiez de remonter le temps. Oui. Ça veut dire que ce procureur-là, je le salue et je salue son courage. Pourquoi? Parce que beaucoup de Sénégalais ont eu à commettre des infractions qui par la suite ont été couvertes sous le prétendu prétexte donc d'une maladie mentale. Et il y a des personnes qui elles-mêmes disent qu'elles n'ont rien eu, qu'elles n'avaient absolument pas de maladie mentale, et pourtant des médecins donc assermentés avaient cru devoir décerner donc un certificat médical attestant que ce sont des gens qui sont malades mentaux, qui sont dangereux et tout ça. Je vous rappelle l'affaire de monsieur Jean-Claude Loger et qui a fait l'objet d'un certificat médical délivré par le médecin Boissy ici au niveau de l'hôpital psychiatrique de Thiaroye. Si vous voulez, vous allez revenir là-dessus, nous allons en discuter. Il y a des médecins qui choisissent de délivrer des certificats médicaux attestant de la maladie donc d'une personne, d'une maladie mentale, alors que c'est faux. Alors ici, le malade, celui qui est prétendu être malade, en l'occurrence Azoura, cela l'a arrangé parce que ça l'a enlevé des mains de la justice. Ça a arrangé ses compagnons qui l'ont dit parce qu'effectivement ça disculpait de manière un tout petit peu éhontée d'ailleurs la personne. Mais il faut penser au-delà du cas de Azoura à ces certificats médicaux de complaisance qui très souvent se font contre une personne pour la déclarer irresponsable et agir sur ses biens, ou bien qui sont déclarés avec la complicité de la personne pour pouvoir l'extraire donc des mains de la justice. Vous, journalistes, je vous invite à un débat et je voudrais véritablement que vous puissiez convoquer des personnes. Je peux vous indiquer des personnes qui peuvent débattre donc de ce sujet, et c'est un sujet qui est brûlant, c'est un sujet d'actualité dans ce pays-là. Voilà. Merci beaucoup Ibrahima Ndiaye d'avoir répondu à nos questions, Ibrahima. Merci beaucoup. Voilà, merci. Je rappelle que vous êtes juriste